Donc sans plus tarder, je vais commencer la présentation sur les opérateurs de chaînage. Donc comme vous le savez, le traitement d'image, il y a un besoin important de performance. Et donc la plupart des bibliothèques de traitement d'image sont écrites dans les langages statiques comme C ou C++. Et donc nous, avec Climb, on a décidé de développer une bibliothèque en Common Lisp afin d'explorer tous les paradigmes de programmation dynamique. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier à un paradigme qui est le chaînage de méthodes et qui a été popularisé par la bibliothèque JavaScript jQuery. Donc dans un premier temps, on va définir ce que c'est que le chaînage de méthodes et donner quelques exemples. Puis on va l'appliquer au traitement d'image et à Common Lisp. Et enfin, grâce au macro de Common Lisp, on va réussir à régler quelques problèmes inhérents à la méthode pour finir par un exemple pour tout récapituler. Donc, comme vous le savez, les anciens navigateurs sont connus pour avoir des problèmes de compatibilité. Enfin, il y a plein de bugs, etc. Et donc, il y a de nombreuses bibliothèques JavaScript qui ont été créées afin de régler ces problèmes. Et il n'y en a qu'une seule qui a vraiment su tirer son épingle du jeu, c'est jQuery. Donc, comme vous voyez, là, c'est la courbe de recherche de jQuery sur Google, donc c'est en pleine augmentation depuis des années. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? C'est pas seulement en réglant les problèmes de compatibilité, c'est en offrant une nouvelle API pour l'utilisateur. Et l'API, elle se veut simple, intuitive, et pour écrire du code concis. Et cette API se base surtout sur une technique qui s'appelle le chaînage de méthodes. Donc on a un exemple ici. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est pour tous les liens du document, on va vouloir leur rajouter une classe CSS nommée external. Quand on clique dessus, on va vouloir qu'elle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et quand on clique dessus, on va vouloir aussi enregistrer l'information pour récupérer des statistiques. Donc là, vous voyez, en 4 lignes, on a réussi à faire quelque chose d'assez complexe. Et ça, c'est grâce au chaînage de méthodes. Donc comment ça marche concrètement? C'est très simple. Chaque méthode doit retourner this, l'objet en cours. Et grâce à ça, on peut faire objet.méthode A, et après .méthode B. On n'est pas obligé de faire objet.méthode A, retour à la ligne, objet.méthode B. Donc ça marche dans beaucoup de langages ayant une couche orientée objet, et en particulier le C++. Donc là, on a vu qu'on pouvait renvoyer this, mais on peut également renvoyer des choses plus compliquées. Donc par exemple, là, on va vouloir récupérer tous les éléments de liste du document. On va vouloir filtrer seulement ceux qui ont des sous-listes. On va vouloir récupérer la première valeur retournée. Et on va vouloir récupérer son parent. Donc en fait, avec cet exemple, on voit que on peut utiliser gérer des opérations sur les listes. Donc ici, ça va être un filter, ici, ça va être un map. Mais le chaînage de méthode, ça peut aussi faire des choses complètement différentes. Donc par exemple, ici, on s'approche beaucoup plus du DSL. Et là, on peut créer une requête SQL grâce au chaînage de méthode. Enfin, ça permet aussi de cacher des difficultés d'implémentation. Donc par exemple, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est des tâches asynchrones. Donc là, on va récupérer une page HTML et on va appliquer des choses dessus, comme si c'était de façon synchrone, mais tout ça, ça va être géré de façon asynchrone. Donc comme vous le savez, gérer des choses de façon asynchrone, c'est pas évident. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, et ça, c'est une façon de faire qui est complètement transparente pour l'utilisateur. Donc là, on a pu voir que le chaînage de méthodes, c'était simple, le concept était simple, mais c'était assez puissant. Et on va vouloir le convertir dans le domaine du traitement d'image. Donc pour faire ça, en fait, ça se marie très bien au traitement d'image, parce qu'en traitement d'image, on utilise souvent des chaînes de traitement. Donc en fait, une chaîne de traitement, c'est on prend une image et on fait plein d'actions dessus. Et donc en fait, par exemple, là on prend une image et on peut faire une action, on va la convertir en niveau de grille, on va la binariser grâce à un algorithme, on va appliquer un algorithme l'ouverture par exemple, et on va la sauvegarder. Donc cette méthodologie s'applique très bien au traitement d'image. Donc
pour l'implémenter en Common Lisp, on a une petite difficulté, c'est qu'il n'y a pas les méthodes ne sont pas attachées aux classes, on n'a que des méthodes génériques. Et en fait, c'est pas uniquement en Common Lisp. Par exemple, dans Olena, tous les algorithmes sont des fonctions et ne sont pas des méthodes de classe. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de réécrire ce qu'on avait juste avant en Lisp. Donc en fait, on va créer une variable temporaire img, on va charger une image dedans, après img va recevoir l'image en niveau de GUI, etc. Donc là, il y a un problème avec cette méthode, c'est qu'on écrit 8 fois la variable temporaire, donc c'est vraiment très lourd. Donc on va se dire, est-ce qu'on pourrait l'écrire sans variable temporaire? Et oui, on peut, mais cette fois-ci, il y a encore d'autres problèmes. Le premier problème fondamental, c'est que les fonctions qu'on écrit en premier sont exécutées en dernier. Donc en fait, là on va charger l'image, et enfin on va la sauvegarder, et pourtant c'est écrit dans le sens inverse. Donc c'est pas intuitif, et on n'a pas envie d'écrire des choses comme ça. Également, le deuxième problème, c'est que les arguments sont loin du nom du fonction. Par exemple là, pour sauvegarder l'image, le nom du fichier est à l'autre bout du fichier, enfin est à l'autre bout de la fonction, donc enfin l'appel. Donc c'est pas très pratique. Donc pour ça, on introduit, on a utilisé le système de macro de Common Lisp. Donc en fait, une macro, ce que c'est que ça permet de récupérer un ASC et de le transformer comme bon nous semble. Donc ici, on va utiliser une macro $, en référence à jQuery, qui va prendre une liste d'actions et qui va le transformer selon l'une ou l'autre des versions au choix de l'implémentation. Donc comment ça marche? Pour chaque action, ce qu'on va faire, c'est que la valeur de retour de l'action va être passée en premier argument de l'action suivante. Donc ici, le chargement de l'image, l'image chargée va être passée en premier argument de toGrade. Donc, grâce à cette macro $, on a réussi à exprimer tout ce que pouvait exprimer le méthode de chaînage. Donc là, on est relativement content, on a vu que le méthode de chaînage, ça permettait de faire beaucoup de choses. Donc là, on se dit, on a bien avancé. Mais grâce au macro de Lisp, on peut faire encore plus de choses. Et il y a des problèmes avec le chaînage de méthodes qu'on va voir maintenant. Donc le premier, c'est, imaginons qu'on va faire un printf en plein milieu du code. Donc malheureusement, printf, son premier argument, c'est pas une image. Et printf, ça va jamais renvoyer une image. Donc là, on est un peu bloqué, on ne peut pas le rajouter dedans directement. Donc on pourrait faire une version de printf qui prend en premier argument, etc. Mais on n'a pas envie de faire ça, et surtout qu'il y a plein de fonctions qu'on voudrait utiliser. Donc c'est pas vraiment pratique. Donc c'est pour ça qu'on introduit un modificateur apostrophe qui va inhiber le comportement de chaînage pour cette action. Donc on va voir maintenant plus en détail comment ça marche exactement. Donc le comportement normal du chaînage, du chaînage avec la macro, c'est pour chaque action, son premier argument, ça va être la valeur de retour de l'action précédente, ici en bleu. Et pour chaque action, sa valeur de retour à elle, ça va être le premier argument de l'action suivante. Donc ça, c'est très simple, on chaîne les méthodes une par une, il n'y a pas trop de soucis. Donc le modificateur apostrophe, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement ignorer le chaînage. Donc la valeur de retour de l'action précédente va être le premier argument de l'action suivante. Et également, on va sauvegarder les valeurs de retour de l'action précédente dans des variables spéciales $1, $2 pour pouvoir les réutiliser. Et ça, en fait, ça va être utile si on a des actions qui nous prennent les arguments dans des ordres différents. Donc par exemple, ici, on va avoir une action qui prend l'image en deuxième paramètre. Et donc on va pouvoir utiliser $1 pour choisir, $1, $2, etc. pour choisir où est-ce qu'on va mettre l'argument. Et le modificateur dièse, ça va faire quand même le chaînage arrière. Donc en fait, le modificateur dièse, ça va juste nous laisser la possibilité de réordonner les arguments tout en maintenant le chaînage.